début, c'était drôle. Tout le monde est comme « Ah, il y a des feux », puis tout d'un coup, c'était moins drôle parce qu'on réalisait qu'on était comme coincés. D'un côté, il y avait un front qui approchait, puis d'un côté, il y avait le feu qui approchait, puis les deux se sont touchés, puis à 3 heures de l'après-midi, il a fait noir comme s'il était minuit. Dans le fond, les ressources humaines sont en train de repousser en disant « nous autres, on n'a pas assez d'applications pour faire rentrer ces gens-là dans nos services ou dans nos écoles. C'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi représentés. Je veux pas, est-ce qu'on a les mêmes chances ou opportunités? Ils ne sont pas en train de recevoir les précipitations nécessaires pour aller couper cette sécheresse-là. Ce qui fait en sorte que le moment que la foudre passe, ça allume les feux au sol. Assez rapidement. Très rapide. A fonctionné dans certaines situations. Mais nous autres, la façon qu'on apprend ici, c'est que si tu es rendu que tu dois sortir la couverture, c'est parce que tu es mort. Puis la couverture est littéralement juste là pour faire le recouvrement de ton corps calciné. Hey, what's up, guys? Il y a aussi podcast, je suis votre host, Ray Antonio. Bon, mon prochain invité, je vais vous présenter un super-héros. Donc, on va sortir un peu de l'angle entrepreneurial, puis on va aller d'un côté, comme je dis, de quelqu'un qui fait partie, une personne qui est super importante de la société au niveau intégral et infrastructure. Moi, je considère un super-héros parce que c'est des personnes qui ont des jobs où est-ce que, quand ils vont travailler, ils sont appelés au métier, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour vous. Le sujet aussi, c'est un sujet qui, moi, je l'ai vu dernièrement. Vous l'avez tous vu, mais il n'y a pas d'informations. J'étais curieux sur les feux de forêt au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez voir déjà c'est qui la personne que je peux avoir à côté de moi. Donc, c'est un pompier, mais vraiment qui combat les feux de forêt. J'avais des questions par rapport à tout ce qui se passe au Canada, surtout qu'est-ce qu'on vient de voir dans les nouvelles à Jasper, par exemple. Puis, j'ai pas ces réponses-là. Je me dis comme, mais je connais quelqu'un qui l'a. Comme je vous dis, c'est un super-héros. Je vous présente Joshua Payette. Quand tu as commencé, tu devais te sentir comme un peu le mouton noir, puis c'est pas un jeu de mots aussi. T'sais. Non, c'est vraiment pas un jeu de mots. En fait, je les accuse plus de juste de faire preuve d'ignorance. Là. Il y avait juste... Ils ne savaient pas mieux, là, je veux dire. Oui, on s'attend à ce que les gens soient... Mais est-ce qu'il y en a d'autres personnes de nos communautés? Tu sais, genre, regarde, moi, je suis latino. C'est quoi ton background, pour être exact? C'est Chalois. Chalois? Je suis Séchalois. Je viens des îles. Ah, c'est des Seychelles. Seychelles, ouais. Fait que je suis africain, ouais. Fait que tu vois, gars, africain. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres personnes de nos communautés qui appliquent à devenir pompier? C'est là que l'argument il se fait dire. C'est dans le fond, les ressources humaines sont en train de repousser en disant nous autres, on n'a pas assez d'applications pour faire rentrer ces gens-là dans nos services ou dans nos écoles. C'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi représentés. Puis je peux te dire que ça se peut que ça soit vrai. Découle de là un problème peut-être de culture, découle de là aussi un problème d'accessibilité. Est-ce que, est-ce qu'on a les mêmes chances ou opportunités? Si tout ton environnement te mène, ou en tout cas dans cet environnement-là prédominant pour nous, tout fait en sorte qu'on a des erreurs, justement, des dossiers criminels, des tickets non payés. Puis de où viennent ces affaires-là? Ton père ne peut pas payer Hydro-Québec, fait que toi, tu vas faire quelque chose dans le coin pour essayer d'aider ta famille. Beaucoup des crimes là, qui sont commis par passion, par amour. Fait que veux pas, des gens qui viennent de quartiers défavorisés, par amour, ils vont aller faire des erreurs parce que des conditions dans lesquelles on les a mis. Puis après ça, quand ils veulent faire vivre leur rêve, mais ils n'ont pas les mêmes accès. Parce que on n'a pas les mêmes ressources. On n'a pas les mêmes ressources. Puis la personne que lui, Jean-Gabriel, mettons, qui s'en vient au DEP, lui, il n'arrive pas avec les mêmes problèmes. Là. Il n'a pas été exposé vraiment au street. Ses parents ont payé son école. Puis c'est pas rien les enlever parce que je veux pas, nous autres aussi, en tant que société, on aimerait ça se rendre là un jour. Fait que c'est rien enlevé à ces gens-là, tant mieux pour eux. Mais il ne faut pas non plus ignorer d'où est-ce que nous autres on vient, que c'est pas la même place. Fait que déjà là, tu commences à diluer le pool de personnes qui auraient le droit de devenir pompier juste pour avoir accès à l'école. Fait qu'il faut que tu aies fini ton secondaire 5. Il faut que tu aies des bonnes notes. Une fois que tu es rendu à l'école, il faut que tu aies un soutien qui va te permettre de passer 1 an sans travailler. Fait que le monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'il peut, mais nous autres qui déjà, on est en train d'essayer de souvenir pour les... Mais, n'y arrive pas. Mais tu sais, genre, on parle du secondaire 5, par exemple. Moi, j'ai rencontré tellement de personnes qui sont venues au podcast que
c'est pas des personnes qui sont faites pour le système éducationnel. Par exemple, puis quand tu es un pompier, OK, je pense qu'il y a quand même une base où est-ce que tu dois savoir lire, écrire, mais je m'attends que la personne soit apte physiquement plus que savoir lire et écrire. Peut-être que je me trompe. Encore là, je dirais une base parce que tu dois savoir où tu diriges, avoir des points de repère quand même. Dans le fond, Mais le physique, selon moi, ça physique, serait comme la priorité si tu veux devenir pompier. Puis, on vient de culture où est-ce qu'on est reconnu quand même pour avoir des physiques quand même très forts. on est très athlétique, je te dirais, puis très courageux aussi, dans le sens que on en a vu plus. Puis fait que ça en prend beaucoup plus pour nous impressionner. Là où quelqu'un risque de réagir de façon disproportionnée parce qu'ils n'ont jamais vu un trauma de tel, nous autres, on l'a souvent vu un lundi matin avant d'aller à l'école, entre nos deux parents. Fait que c'est complètement différent. Mais encore une fois, c'est pas pour les en vouloir. Tant mieux. Non, c'est sûr que non. On veut pas avoir nous, on veut pas. ce Pour nos genre enfants, on de veut pas avoir ça. malédiction générationnelle, comme on dit. Mais ça n'enlève pas que c'est démontré dans les chiffres que les gens n'ont pas autant accès. Fait que, c'est sûrement à cause de l'environnement d'où il vient. Puis l'autre, ça va être aussi le manque d'éducation. Fait qu'il n'y a pas assez de monde. Ces gens-là ne sont pas exposés à assez de monde comme nous. Puis tu ne vois pas de policiers, tu ne vois pas de pompiers. J'adore. Tu ne vois pas de personne qui représente ça. Fait que tu ne peux pas te voir ou visionner ça dans ton futur. Mais j'adore ce que tu viens de dire parce que quand j'ai créé ce podcast-là, c'était justement parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune représentation de personnes comme moi dans une position de succès, comment moi je le voyais dans ma tête. Puis je me suis dit, il faut que la chaîne soit capable de démontrer qu'il y a de la capacité. Puis juste toi venir, tu es une personne très rare, je dirais, comme métier. Je pense qu'à partir, on avait la discussion avant, les podcasts sont en train de faire changer un peu vraiment le ton dans les médias, où est-ce qu'on a accès à plus du monde qui nous ressemble plutôt que des personnes qui ont des degrés, ils ont grandi en telle place, ils ont ça. Puis le vient que tu viens de témoigner vraiment, le parcours pour se rendre là, déjà là, c'est une aventure. Contrairement à d'autres personnes, c'est comme déjà positionné. Ben là, tu sais, juste voir, je pense que on peut finir le podcast là, puis déjà là, je pense qu'on va avoir un impact sur peut-être finalement, il y a quelqu'un qui me ressemble, qui est dans ce système-là, où est-ce que moi, je trouve ça cool, mais il n'y a personne qui me ressemble. Il n'y a pas de jouet, genre, d'un pompier foncé, là. Non, il n'y en a pas, puis comme on sous-estime ça, puis je sais que c'est un peu redondant d'entendre ça dans les médias, de comment la couleur de peau, le racisme, puis tout ça. Puis j'aimerais ça que ça parte. Puis je pense qu'on aimerait ça pouvoir tous les jours vivre notre vie puis se dire que ça n'existait pas. Mais veut pas, ça existe. Les gens trouvent tout le temps un moyen de faire une différence entre une personne ou une autre. Il va tout le temps avoir une gang ici contre un autre là. Fait qu'il y aura tout le temps de ça. Par contre, ce que je déplore, c'est plus le fait qu'on est incapable de protéger les gens de ça. Ça, on est capable. On est capable de faire ça. Dans les grosses compagnies où moi j'ai été, souvent ce qu'on disait comme expression, c'était « tu peux le penser, mais dis-le pas ». Wow. Mais ça, c'est pas une éducation, ça. Fait que c'est pas « tu peux le penser, puis dis-le pas ». Non, il va falloir que tu changes ta façon de penser, parce que ta façon de penser, mais c'est raciste. Fait que pense-y même pas. Puis là, il y aurait du changement, mais on n'adresse pas encore ça de nos jours. Fait que d'où découle encore cette problématique qui va perdurer. On n'est pas représenté du tout parce que on n'est pas assez pour être représenté. Puis quand on est représenté, on nous demande de faire attention à ce qu'on dit. Comme même le fait d'être ici, on va dire, ben il faut faire attention à ce que tu dis pour ne pas brimer ou pour ne pas faire mal paraître l'employeur ou la personne pour qui tu travailles. Fait que là, ça devient comme un peu... C'est un autre tabou, tu sais. C'est tabou ouais. qu'on est en train de dire. Ça, c'est un tabou qu'on va discuter aujourd'hui. Oh, ouais. mon Dieu! Ouais. Pendant que tu faisais l'école, est-ce que tu sentais de l'adversité par rapport juste à ton apparence? Il n'y avait pas un jour que j'étais à l'académie qu'on ne me rappelait pas que j'étais une couleur de peau différente. Et ça a comme... ça a arrêté une fois que j'ai fini l'académie puis je suis allé au DEC à Montmorency. Là, c'était différent parce que, je veux pas, ben les minorités? Ils étaient plus protégés parce qu'on était à Montréal. Moi, j'ai fait mon DEP, j'étais à Mirabel. Fait que là, tu es comme un peu en dehors. Plus tu es proche de Montréal, normalement, plus il y a des mesures qui sont en place. Mirabel, c'est pas si loin, là. Ouais, non, c'est ça. On aurait dit Bécomo, OK, fine, mais... Eux autres, c'est une autre histoire, là. Oh. Mais
Ouais, c'est ça. Fait une fois que je suis rendu au cégep, ça a été différent parce que les profs sont plus stricts, puis ils connaissent un peu plus la vie, puis ils sont capables de plus encadrer comme l'éthos, qu'on va dire, du programme. Fait que normalement, si tu te fais pogner à faire quelque chose de même, ça va être directement t'es sorti, puis tu n'auras plus le droit d'être dans le programme. OK. Une fois que tu te rends, par contre, dans un service après, c'est là que tu vas retrouver encore ça. Ça revient. Là, on dirait qu'on a entendu plusieurs fois qu'il y avait de la discrimination dans les casernes. Puis c'est vrai. C'est pas juste dit. Les gens qui sont en train de raconter ces histoires-là, c'est extrêmement vrai ce qu'ils disent. Puis c'est un monde encore très exclusif, on va dire, comme qui appartient. Tu sais, quand je grandissais, moi, on m'a tout le temps dit un pompier, c'est 6 pieds 5, c'est blond, puis ça a des beaux yeux bleus. Puis, veut pas, là, on commence à se départir un peu de ça parce qu'ils ont mis en place, les ressources humaines, des mesures pour empêcher ça d'arriver. Puis Mais même dernièrement, dans un barbecue, j'ai rencontré un Uruguayen qui était pompier. Oui. Ça, là, j'ai trouvé ça fucking spécial. Je suis comme shit, nice. Pour un latino à Montréal que pompier. C'est probablement le premier pour de vrai. Là. C'est pas. Je pense que... On est rendu en 2024, là, puis on est encore en train de parler de premier. Ça te démontre comment. Puis là, on parle des services incendies de municipalité, qui veut dire que les autres sont beaucoup plus avancés. On n'est pas en train de parler de, de services qui sont dans régions éloignées, qu'eux autres, c'est même pas encore comme un sujet qui font du sens pour eux. Là. Eux autres sont encore là. Eux autres, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, je ne veux pas me faire sauver. Tu viens voler des jobs. Ouais, je ne veux pas me faire sauver de toi. Tu as beau te laver toute la suie du visage, mais tu vas quand même rester un noir. Wow. Puis tu viens juste d'aller éteindre le feu de son village, ce monsieur-là. Là, puis il dit ça. Là, c'est comme, wow, t'es vraiment... Tu as sauvé son commerce. Là. Ouais, tout ça. Mais ça a été comme quelque chose que j'étais prêt à vivre. En grandissant, ma mère m'a tout le temps préparé un peu à ça. Elle m'a tout le temps dit, tu sais, t'es différent des autres. Il va falloir que tu travailles plus. Il va falloir que tu fasses plus d'efforts que les autres. Il va falloir que tu mettes plus d'efforts, que tu représentes mieux, que tu marches la tête haute, même quand on va te persécuter un peu plus. Fait que j'ai été un peu prêt à ça. Puis comme je me suis tout le temps inspiré de l'histoire de 13 individus qui finaient. C'était la première cohorte dans le US Navy à pouvoir aller à l'école pour devenir officier. Puis ils étaient 13. Puis ils étaient toutes des personnes noires. Puis ils n'avaient pas le droit d'être avec les autres. Fait que ces gens-là, ils s'inscrivent, puis après leur premier semestre, ils réussissent un examen, mais plus haut que même leurs confrères à côté. Fait que l'école leur traite de tricheurs. Fait qu'ils leur disent non, c'est impossible que vous avez fait ça. C'est impossible, vous avez triché. Fait que vous allez devoir le refaire. Puis là, ils mettent tout en place pour qu'ils ne réussissent pas. Ils coupent leur électricité, trous dans leur toit. Puis les gars, ils se mettent ensemble avec une lampe de poche, puis ils continuent à étudier. Puis ils refont cet examen-là, puis ils passent encore mieux. Puis c'est le record. Puis si je ne me trompe pas, c'est encore le record qui se trouve là, à ce jour-là. Il s'appelait les Golden 13. Puis comme, je veux pas, c'est des gens qui m'ont attiré parce que je savais où est-ce que je m'en allais. J'allais pas nécessairement être accueilli. Fait que, c'est un bon mindset, puis je pense que justement, c'est bon d'avoir des inspirations comme ça que pour les gens comme nous qui sont en train de briser les glaces pour la première fois. Moi, drôlement aussi, avec le rôle que j'ai comme bâti, j'ai même défini genre la mission d'avoir plus de personnes comme nous représentées dans les grands médias. Puis si les grands médias ne me donnent pas une table, je me dis, je vais construire ma propre table. Exactement. Puis c'est pas mal ça. Puis garni. Parce que veux pas, tu as ta propre mission. Puis les médias vont contrôler où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ça va pas toujours être en ligne avec ta mission. Puis là, c'est là que tu vas avoir des conflits au niveau de ta conscience de qu'est-ce que je fais vraiment. Est-ce que je suis un sell-out? C'est pas mal ça. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui va vraiment être intègre à la vision et à la mission qu'on m'a donnée? Parce que le message que toi, tu as à donner, ça ne veut pas dire que les gens qui se trouvent ici ont le même message. Puis avec toi va partir ce message-là. Jusqu'à temps que quelqu'un d'autre va être emmené à emmener ce message-là. Puis là, sûrement que tu vas être assis dans ton sofa puis tu vas dire « Ah, mais c'est moi qui avais pensé à ça. » Mais tu n'as rien fait à propos de ça. De là, l'importance, même pour moi, de me présenter ici, puis comme oui, il y a les feux de forêt qu'on va aborder puis tout, mais il y a une personne derrière ça. Puis je suis en train de la découvrir, cette personne-là. Puis cette personne-là, en dehors de tout ce qui est pompier, en dehors de tout ce qui est comme les compétences que j'ai acquises, mais moi, je veux m'aligner avec ce que je veux emmener dans ce monde-là. Puis
Puis Non. je vais marcher dans cette patte-là, dans le fond, pour y arriver. Et je trouve ça excellent, tu sais, vraiment, genre, que tu partages vraiment ce morceau très personnel de la croissance personnelle et professionnelle aussi, tu sais. Parce que je m'attendais pas vraiment qu'on ait cette direction-là, mais je trouve qu'elle est super importante. Et encore mieux de ce que je pouvais m'attendre à ce qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qu'on comprend les mêmes adversités. On a passé par les mêmes embûches. Mais on voit aussi, tu sais, vraiment les fruits que ça emporte parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être inspirées par rapport à ça, tu sais. Je serais down de dire que quelqu'un va écouter ça puis va appliquer justement pour comme OK, il y en a un là, je suis prêt. Ouais, puis en fait, la solution à l'agression puis à l'ignorance des gens, c'est l'amour. Puis ça a l'air bizarre de dire ça, puis tout le monde va être comme... Ben, la classe que j'étais dedans, ma cohorte que j'ai commencé, dedans que c'était rough, comme pitcher des pelures de bananes, comme disait toutes sortes de choses niaiseuses, mais c'est les mêmes personnes qu'au bout de la fin de l'année qui pleurent quand on va se séparer parce qu'ils finissent par t'aimer et avoir du respect pour toi. Parce qu'au bout de plusieurs de leurs attaques, quand ils réalisent que tout ce que tu leur redonnes, c'est soit de l'amour ou de l'affection ou de la compréhension, ou tu les laisses faire un peu, puis ils finissent par découvrir qui tu es, bien là, ça enlève un peu le tag qu'ils t'ont mis. « Ah, cette personne-là, là, je suis son ami. » Fait que là, à travers ça, lui, il devient comme quelqu'un qui est beaucoup plus éclairé par rapport à la situation, puis là, tu peux commencer à donner un message. Tu sais, ça m'a dérangé, ça se dit pas, puis... Puis ça, c'est de l'éducation, encore là. Je pense que la façon qu'on va seulement pouvoir évoluer socialement, c'est l'éducation. Je vois pas rien d'autre. Je pense que tout commence là. Ouais, c'est de le confronter, puis c'est la façon que tu vas le confronter. Puis ça, c'est quelque chose... Partout où je suis parti, où j'ai fait preuve, comme il y a eu de la discrimination ou qu'on m'a maltraité, mais c'est quand je suis resté authentique à moi-même, puis la personne que je suis, qui aime les gens, qui est là pour aider les gens, qui est à l'écoute des gens, qui est comme prête à venir t'aider en plein milieu de la nuit, mais ça ressort. Fait qu'au bout de quelques temps, la personne commence à se sentir mal aussi, puis elle commence à se poser la question, mais pourquoi je suis aussi méchant envers cette personne-là? Puis là, c'est là qu'un peu le travail se fait, puis qu'il y a une réflexion qui se fait par rapport à ces gens-là. Super. Bon. Là, on va avancer vers le sujet, puis merci beaucoup pour cette partie de ta vie, ton témoignage. Ça va être analysé, étudié, j'en suis sûr et certain. OK. Quand tu finis, tu sais, en ton cas, on dirait que tu es allé une direction quand même assez spécifique. Tu l'as dit, combattant auxiliaire, j'imagine, ça c'est vraiment pour les feux de forêt. Mais est-ce que tu sors comme des options? Est-ce que c'est comme tu vas travailler dans une caserne, tu vas être vraiment un intervenant municipal ou il y a cette direction-là où est-ce que tu t'en vas dans l'action? Là, je trouve que c'est deux actions différentes un peu. Là. Ouais, dans le fond, c'est séparé en 3 segments. Je te dirais le monde pompier, pour être dit rapidement, là, c'est pompier industriel, fait que c'est les gens qui vont travailler dans les raffineries, le pétrole, puis des affaires de même. Ouais, c'est ça, industriel. Je pourrais même aller et dire des pompiers sur des bateaux, les pompiers d'aéroport. Après ça, tu as des pompiers de forêt. Ça, c'est juste strictement les feux de forêt. Puis après ça, tu as des pompiers de ville. Pour pouvoir devenir pompier de ville, comme mettons de Montréal, des grosses agglomérations, il faut que tu ailles au deck. Puis à partir de là, tu aurais le droit d'aller travailler dans une caserne à Montréal quand il y aurait un concours. Fait que moi, quand j'ai terminé mon deck, j'ai réalisé rapidement que j'aimais pas ça, la vie de caserne. Veux pas, on fait un stage de comme 1 mois. On m'a envoyé à Montréal-Nord pour le faire. Puis j'ai pas aimé la vie de caserne. De devoir rentrer à tous les jours, aller à la même caserne, voir à peu près les mêmes patients tous les jours. C'était pas quelque chose qui m'accrochait. Tu fais pas la redondance. C'est ça. J'aime ça. Puis surtout que tu sais que la plupart de ces gars-là, ils vont faire 25 ans, 30 ans, puis après ça, ils vont prendre leur retraite. Puis c'est correct, comme veux pas. Ils font la palette, ces gens-là, ils font l'argent, beaucoup d'argent, fait ils sont confortables, ils sont dans leur ville, ça vous va. Vous avez fait 2 ans de collège pour ça, go for it. Mais moi, j'avais goûté, pendant mon été de DEP, des hélicos, des hélicoptères, les avions citernes, des vrais feux, puis de pouvoir y participer. Parce que veux pas, un pompier de Montréal, là, tu deviens pompier de Montréal, les chances que tu aies un feu, qui est vraiment une des raisons pourquoi ils veulent devenir pompier, c'est pour pouvoir combattre des feux, pour mettre en évidence leurs compétences. Les chances que tu aies un feu,
mais que tu aies en plus la chance de tenir la lance dans tes mains pour pouvoir éteindre ce feu-là, sont vraiment minimes. Là. Comme tu pourrais même passer peut-être une carrière au complet puis tu ne vas pas y toucher à ta lance. Là, parce qu'il y a comme 150 pompiers de Montréal qui vont arriver sur le même feu, puis tu n'auras pas cette opportunité-là. C'est un peu comme si tu demandais à un policier combien de fois il a dégainé son arme. C'est autant rare. Les deux sont rares. Est-ce que c'est juste à dire qu'un pompier de feu-forêt peut faire la job d'un pompier de ville, mais un pompier de ville aura peut-être une... C'est le contraire, justement. Un pompier de ville a plus de compétences qu'un pompier de forêt, globalement. Fait que lui, il pourrait faire la job du pompier forestier. Mais le pompier forestier n'aura pas les compétences. Tu ne vas pas avoir vraiment la même compétence, dans le fond. Ben, moi, parce que j'ai fait le deck, puis j'ai sauté, je suis allé un peu dans le côté des Wild Boys, là, comme on dit. Il y a des Structure Boys puis des Wild Boys. Fait que moi, je suis du côté des Wild Boys. Nice. La barbe, puis comme... Les Structures, c'est comme rasé, puis c'est propre, puis c'est... Fait que dans ce sens-là, c'est complètement différent comme mode de vie. Mais moi, je pourrais faire les deux. Mais un pompier forestier, surtout au Québec, c'est des gens qui proviennent du monde de la foresterie. Ils ont fait des cours en foresterie. Fait qu'ils ne pourraient jamais faire la job de pompier de ville, à moins qu'ils aillent chercher leurs compétences, là. Puis 2 ans de collège, mettons. OK. Fait que là, c'est quand que tu as fait ta première mission, tu sais, vraiment ton premier feu, genre quand tu as terminé? Oh, c'est arrivé pas mal vite, en fait. Ça veut dire qu'il y a un grand besoin d'abord. Oui et non. Comme, mettons, en tant que pompier forestier, ce que tu veux vraiment faire, c'est une attaque initiale. Une attaque initiale, c'est tu as un feu qui est à une petite superficie, tu arrives en hélicoptère, puis tu le tapoches directement, puis tu vas éteindre ces feux-là d'ici comme 4-5 heures. Les autres feux, ça va plus être on appelle ça des déploiements, puis c'est d'autres missions. C'est des gros feux d'ampleur. Mettons que tu veux un gros feu là, de 1,4 million d'hectares. Mais ça, c'est un peu moins excitant dans le sens qu'on a vraiment comme... On est limité dans ce qu'on peut faire. Tu ne vas pas aller attaquer le feu à la tête. Tu peux aller au centre, là. Il faut que tu fasses genre des tu vas faire le tour, tu vas faire la job, comme on dit, plus plate. Une attaque initiale, ça se passe vite. Tu arrives, puis il y a des chalets autour qui sont en danger. Tu vois du feu, il y a des citernes qui sont en train d'arriver, tu es en train de les appeler. Il n'y a nulle part où vraiment se poser. L'hélicoptère, il fait du survol, puis il te pose de même des airs. Puis là, tu commences à couper autour avec l'hélicoptère, puis tu prépares un pad le plus vite possible parce que lui, il va commencer à manquer de gaz. Puis en même temps, ton équipe est en train d'installer la pompe, puis on est en train d'attaquer le feu. Puis c'est vraiment comme, ça se passe vite. Là. Tout le monde, là, tu as tout le monde qui te regarde. Il y a des gens comme sur le plan d'eau qui te regardent aller travailler. Puis c'est vraiment beaucoup de pression. Fait que c'est ça un peu que les pompiers cherchent. Fait que moi, c'est arrivé vraiment vite, mon attaque initiale. Puis ça allait vraiment mal aussi. C'était comme... Oh, nice. On aime ça. Mais oui. C'était de loin la pire intervention que je vais avoir faite. Je veux pas, comme je t'ai dit, même si, oui, un pompier de ville... C'est-tu à cause d'un manque de compétences ou juste à cause de ces circonstances? Oui, un manque de compétences. Un pompier de ville, comme je t'ai dit, oui, peut faire la job de pompier forestier, mais c'est pas en l'espace d'une semaine que ça va arriver. Il peut apprendre. Fait que moi, en tant que pompier de ville, on nous apprend, tu rentres dans le bâtiment, tu attaques le feu, Mais là, tu arrives tout d'un coup, puis tu es sur un feu, puis là, tu dois ceinturer le feu, tu dois l'entourer. Fait que la technique, la tactique est différente. Fait que moi, je suis perdu un peu. Fait que veux pas, j'étais vraiment chanceux. J'avais un combattant auxiliaire avec moi, puis il m'a tout montré les trucs, comment on découvre les points chauds, comment on arrose comme il faut. Fait que sur le terrain, là, il m'a appris. Mais moi, dans le moment, j'étais sûr que mon intervention allait bien. Là. Comme je l'ai filmé, puis tout, descendant en bas de l'hélicoptère. J'arrive, il faut mettre la pompe. Je plug ma pompe, ça part bien, je pars la pompe. Sur vidéo, TikTok, ça fait beaucoup de vidéos. Ben, sur mon vidéo, ça avait l'air bon. Mais comme le gars qui regardait ça, il a dû se demander comme qu'est-ce qui se passe. Tu sais, parce que moi, je descends d'une colline, c'est vraiment une colline vraiment à pic. Puis le gars, il a fallu quasiment qu'il m'attache pour que je descende. En fait, il m'a attaché. Puis à un moment donné, là, la façon qu'il m'attachait, j'allais tomber. Fait que c'était soit moi ou la pompe qui se trouvait sur mon dos. Fait que j'ai lâché la pompe. Puis ça a descendu de comme 40 pieds, ça a déboulé, puis ça a déboulé, mais que ça a déboulé tellement bien que ça s'est atterri dans la bonne direction. Exactement où est-ce que devait être. Puis moi, j'arrive en arrière, puis je suis en train de glisser comme si moi aussi j'arrivais, puis c'est quelque chose que je voulais faire, mais en réalité, je suis en train de tomber. Fait que là, tout paraissait bien, mais moi, je savais que ça paraissait pas bien. Là. Fait que là, je pars la pompe, puis j'avais pas mis les longueurs de tuyau avec. Fait que l'eau faisait juste sortir. C'était comme... J'ai juste complètement merdé cette situation-là. Heureusement pour moi, les avions, ils venaient, fait qu'ils nous ont juste sortis de là, puis ils se sont attaqués à ça. Mais ma première mission, c'était un désastre. C'est correct, ça. I was humbled. J'ai appris ma leçon, puis je vais jamais l'oublier encore. Puis après ça, c'est l'excitation qui embarque.
OK, fuck, nice. Par où commencer à partir de là? Fait que j'aime bien vraiment comment t'as expliqué ce premier type de feu. Y a-tu d'autres vraiment interventions qui seront pertinentes, qui sont intrigantes, c'est vraiment? La mission qui a vraiment changé ma perception, je te dirais, de la vie en particulier, mais même ma perception à moi, parce que veux pas, au début, dans tes premières années comme pompier, t'es un combattant qualifié. Fait que t'es encadré, il y a du monde qui va prendre des décisions. Mais à fur et à mesure que tu vas continuer, tu deviens chef d'équipe. Fait que là, tu deviens chef de 3 personnes, puis on te donne des missions, puis tu les accomplis. Après ça, tu deviens stade 1, puis après ça, stade 2. Fait que veux pas, les responsabilités augmentent. Puis l'année passée, il y a un feu en particulier que ça m'a comme réveillé mes sens que c'est dangereux ce que je fais. Tu sais, comme quand tu viens juste de commencer, tu es tellement excité, tu es encore nouveau, tu veux juste prouver que tu es bon, puis tu veux aller à n'importe quel feu, tu veux aller sur n'importe quel voyage, puis tu vas dire oui à tout. Mais il vient un moment que tu fais face à le feu qui va te réveiller, qui va te dire attends une seconde, monsieur, t'es pas invincible, t'es pas Superman, c'est dangereux, il y a des choses qui peuvent mal aller. Puis cette année, c'est arrivé, puis c'était pour sauver un chalet, là, en plus. Fait que ça a bien été, tout le monde s'en est sorti, mais comme c'est celui qui m'a vraiment, non seulement comme remis les 2 pieds sur terre, mais qui m'a aussi permis de réaliser que j'étais fait pour ce métier-là, puis que j'allais bien réagir. Mais surtout que comme on est à la merci de la nature. Comme, Ça tu doit être. penses que tu es en contrôle, mais tu n'es pas en contrôle du tout de ce qui se passe là. Il y a eu des vidéos, tu sais, maintenant, les médias sociaux, ils nous montrent tellement de choses, mais il y a des vidéos, tu sais, vraiment, je pense que c'était de provenant aux États-Unis, mais tu vois, il y a une route, puis la voiture, elle passe, puis les deux bottes, t'es comme en train de traverser l'enfer. Ouais. T'as-tu déjà vu, genre, Ouais. un épisode comme ça? Oui, absolument. Puis ça, c'était comme. T'as-tu des vidéos? J'ai des photos, je pense. J'ai peut-être pas pris de vidéo, mais j'ai des photos. Il faudrait que je trouve les photos. Mais en fait, la photo n'est pas vraiment spéciale, dans le sens, c'est 3h30 de l'après-midi. On est un convoi, puis on s'en va vers le nord du Québec, passer le 52e parallèle. Puis Pourquoi le 52e? on C'est-tu. appelle ça le 52e parallèle parce qu'après ça, c'est toutes des communautés autochtones. OK. Et en plus, c'est là qu'il y a tous les barrages hydroélectriques. Puis tout ce qui est population est en dessous du 52e. Intéressant. Voilà, Une fois que nice. tu arrives au 52e, tu passes Matagami, tu rentres sur une longue route qui s'appelle la Billy Diamond, là. C'est la plus belle route que vous allez voir de votre vie. Comme, y a pas... Le meilleur pavé du Québec. Ah, c'est pavé, là. C'est comme magnifique. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de là, il n'y a pas de communication vraiment, pas de signal et tout. Fait que, veux pas, on aurait dû savoir qu'on rentrait dans une zone qu'on considérait de danger parce qu'il n'y a pas de communication, puis on ne peut pas regarder ce qui se passe autour de nous. Puis, Même satellite, hein, mettons, ouais, c'est un exact. Starlink, par exemple, Elon Musk, il est qui censé rentre avoir là-bas. de quoi, là. Entre moi et toi, il est censé avoir de quoi? Il est censé avoir une reconnaissance, il est censé avoir du monde qui te dise, mais on va pas nécessairement aller là. Ok. C'est arrivé. C'était chaotique. Fait que c'est arrivé, ils ont envoyé un convoi sans vraiment faire la reconnaissance. Puis il y avait 3-4 feux sur les bords de route. Au début, c'était drôle. Tout le monde est comme ah, il y a des feux. Puis tout d'un coup, c'était moins drôle parce qu'on réalisait qu'on était comment coincés. D'un côté, il y avait un front qui approchait, puis d'un côté, il y avait le feu qui approchait. Puis les deux se sont touchés. Puis à 3 heures de l'après-midi, ben, il a fait noir comme s'il était minuit. Puis là, avec le noir venait la fumée. Puis tu voyais les flammes, puis tu voyais la lueur, puis tout. Puis ça, c'était épeurant, là, parce que veux pas, j'ai comme un convoi, puis j'ai d'autres gens derrière moi, puis chacun veut un peu faire à leur tête. Là. Quand la panique est poigne, tu vas voir la personnalité de chaque personne vraiment ressortir. Fait que même si tu as un groupe de 16 personnes, puis tu penses que tout le monde est confiant, c'est pas nécessairement vrai. Fait que le but dans cette situation-là, c'était de juste regrouper tout le monde, puis s'aligner sur une mission, là, puis leur dire qu'on passe à travers, puis tout. Mais ça, c'est une situation, comme tu décrirais, que le feu, il prend le bord de la route, puis tu dois passer à travers. Là. J'ai des collègues qui ont vécu des situations similaires. OK, intéressant la synergie de l'équipe, tu sais, vraiment. Fait que, y a-tu le leader derrière ça, parce qu'il y a un leadership dans ce groupe-là. Lui, comment, tu sais, il fait pour rassurer tu sais, son équipe comme, guys, parce là, il doit le sentir que, comme tu dis, tout le monde est panique. Ben, vous devez avoir des cours de panique, j'imagine? Non, Non? non. Puis c'est ça que, je pense que c'est un peu étrange. ça qu'on déplore, que moi je déplore, puis ça c'est une opinion à moi. La grosse différence, c'est quand tu engages du monde qui vient d'un monde, pas de la foresterie, puis des gens qui viennent du monde de sécurité incendie, mais nous, c'est inné. C'est un acquis même de travailler sous le stress, de faire des bonnes décisions, de ne pas paniquer, de faire sens de leur leadership,
de prendre du temps de réfléchir pour la meilleure situation. De l'autre côté, c'est quelque chose qu'ils vont acquérir, ces gens-là. Quand ils vont venir de l'école de la foresterie, ils vont apprendre comment être des leaders, ils vont apprendre comment prendre des décisions tranchées, comment orienter leurs décisions par rapport à la sécurité et la santé. Alors que nous autres, dès le départ, ça fait partie de nos compétences qui doivent être acquises. Tu ne peux pas réussir l'école de pompier si tu n'as pas déjà tout ça en toi. Mais une des raisons pourquoi la SOPFEUR n'engage pas des pompiers de part et d'autre, c'est un peu parce que les pompiers, ils partent de la SOPFEUR puis ils vont travailler dans les grandes villes. Fait que la SOPFEUR pense qu'ils investissent de l'argent un peu pour rien dans ces gens-là. Fait qu'ils vont plus prioriser les gens en foresterie qu'eux autres. C'est un peu leur dada aussi. Fait qu'ils veulent pas, tu t'en vas en forêt. Là. Fait que t'es mieux de connaître la forêt et d'être habitué à ça. Les gars de la ville, là, des fois, ils trouvent ça plus difficile d'aller en forêt. Les moustiques, être dans le soleil toute la journée. Mais la psychologie sociale, tu sais, genre peut-être être juste... ouais, mais nous autres, on apprend ça. On veut pas, en tant que pompier, body system, on est tout le temps en train de s'accrocher à l'un à l'autre, comme on se check. Fait que c'est inné, mais là-bas, c'est un concept qui vient avec le temps, qui leur apprend avec le temps. Fait que veut pas, il va y avoir un petit peu de, comment dire, des trous dans leur fromage en entier qui empêchent comme d'avoir toute cette synergie qui... Fait que dans le fond, toi, genre, ta tolérance au risque, la maîtrise du stress, ça doit être quand même très, genre, élevé. Oui, mais sauf qu'on réagit différemment. Fait que, mettons, comme, en tant que pompier, on nous apprend qu'à travers le stress, on doit être réactif. À cause que la tactique de combat de feu est différente dans les feux de forêt, la réactivité n'est pas nécessairement qu'on va prioriser. Ça va être plus une analyse que tu vas devoir faire. Ça va être plus un pas en arrière pour pouvoir faire 10 pas en avant. Fait que ça, des fois, ça vient en conflit avec comme, la façon de faire. Comme, mettons, là où moi, je vais être comme, on réagit tout de suite, une autre personne va être comme, non, on va attendre, puis veut pas, ben, ça donne quand même la même chose. Il y a plusieurs bonnes façons de faire les choses. Mais tu parles de réaction, mais dans un scénario comme un feu de forêt, comme tu dis, il fait noir ou sinon vous êtes juste encerclé par le feu, y a-tu des façons d'être proactif ou c'est vraiment tout le temps, genre, c'est réactif, tu vois ça, pas, tu t'analyses au fur et à mesure ton environnement, puis c'est là que tu réagis? Dans cette situation-là, l'objectif, c'est de se rendre à une place, puis on avait juste assez de gaz pour se rendre à cette place-là. Fait que de faire demi-tour, c'était pas vraiment la logique, parce qu'on serait fait coincer. Fait que c'est juste, je pense que, comme je vous dis, à cause que de nous autres, la façon qu'on nous a appris les pompiers, de tout le temps penser de même, mais même 10 pas en avance, on a déjà pensé, même avant de se rendre là, que peut-être on n'aurait même pas dû être là. Fait que ça, c'est un peu comment nous, on pense. OK, t'as pas le choix d'être réactif, dans Beaucoup le fond. plus préventif, mais d'être réactif dans le moment, puis de dire, tu sais, après une mauvaise décision, il faut en prendre une autre, puis ça va être la bonne. Puis il faut que tu prennes une décision. Il faut qu'on sorte leadership qui... C'est pas le temps. Mais c'est un peu là que tu vois, comme il y a des gens qui sont vraiment bons, là. Ils sont vraiment bons quand les choses sont alignées, puis ils sont dans leur zone de confort. Mais ça, c'était pas dans leur zone de confort. Puis c'est compréhensible. C'est probablement une des premières fois qu'ils sont fait prendre dans un feu. Il n'y avait pas juste des pompiers, il y avait comme ce qu'on considérait des préposés avec nous, des gens qui ne sont pas des pompiers, mais qui voyagent avec nous. Fait que, ils ne sont pas habitués à ce genre de stress-là. Fait que, puis c'est contagieux, là. Quand le monde il stresse, un veut rentrer chez eux, puis tout. Fait que là, tout le monde veut le faire un peu. Fait que c'est juste dans ce moment-là d'être plus calme qu'eux autres, puis juste leur donner une directive simple, puis être comme, OK, non, on va rester ensemble, on va rentrer ensemble à la maison, tout le monde, puis ça va être par rapport à cette décision qu'on va faire là, puis s'enligner. Y a-tu quelqu'un dans ton équipe que tu admires vraiment comment il gère ce genre de situation-là, ou c'est une admiration envers l'équipe au complet? C'est plus des gens individuels. L'équipe au complet, comme je dis, comme on est beaucoup, puis on n'est pas tout le temps ensemble, là, fait que c'est pas vraiment une équipe, c'est plus une famille. Mais c'est plus des individus. Il y a des individus que par leur calme et par leur professionnalisme, ils vont inspirer confiance en toi. Et ces gens-là, tu vas les suivre n'importe où. Même si c'est à travers un mur de flammes, tu es comme, j'y vais avec toi. Lui, il est allé, moi, je peux le suivre. Puis, la plupart du temps, c'est normalement, pas normalement, c'est souvent des moutons noirs qui sont ces gens-là. C'est les gens qui sont mal perçus, ces gens qui ont beaucoup plus de cicatrices mentales, on va dire, parce qu'ils ont vécu des choses auparavant qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir être cette personne-là. Affronter le mur de feu. Exactement. Wow. Bon, une autre question que j'avais, parce que quand justement, une des raisons vraiment que je t'ai amené ici, quand j'ai vu genre commencer à voir les nouvelles par rapport à Jasper,
En ce moment, juste avant que je rentre dans ma question, ça a-tu été maîtrisé? Non, il y a encore des zones du feu qui sont encore hors de contrôle, mais la ville de Jasper, telle qu'elle, est en dehors de danger. OK. Comparativement à l'année dernière, Fort McMurray, qui a été, je pense, aussi une des grandes villes qui a été qui faisait les nouvelles, ça compare-tu les deux feux? Y en a-tu une qui était plus majeure? Parce que j'ai vu en 2023, c'est comme le record. Là. Ouais, Fort Mac, son gros feu à Fort Mac, c'est en 2016. Ça a été quelque chose d'assez incroyable parce que c'est une grosse ville, même plus grosse que Jasper. Ce qui rend Jasper vraiment triste, à part la perte que ça emmène, c'est que c'est un village bijou du Canada. Là. On parle de comme une des plus belles places du Canada que tous les touristes vont visiter. Le fait que cette place-là n'existe quasiment plus, elle existe, mais un quart des bâtiments ont été détruits. Okay. C'est ce qui fait en sorte qu'elle ressort en termes de médiatisation. Mais aussi la réussite. Pas trop donner de spécificité, mais ils ont quand même réussi à évacuer 25 000 personnes en l'espace de comme 3-4 heures. Là. Puis ça, c'est pas facile à faire. Ça doit être genre quand même. Entre le moment qu'ils détectent le feu, le premier, puis le moment qu'ils détectent les 3 autres qui entourent la ville, puis c'est des feux partis par la foudre. Mais ils ont mis en place des mesures d'urgence assez rapides pour sauver tout le monde. 25 000 personnes ont quand même réussi à quitter la ville puis sortir en sécurité, alors que, je ne sais pas si tu as déjà entendu le feu de Maui, que là, la gestion était plus différente. Oh mon Dieu, ça... Mais là, eux autres, ça c'est un feu que ça a mal été, mettons. Fait que, oui, il y a eu la dévastation de tout ce qui est les structures, mais ça peut se rebâtir. Oui, il y a des feux de forêt qui ont détruit la forêt. Ça peut repousser. Mais le plus important demeure la vie humaine. Puis ça, dans ce sens-là, les gens y ont été épargnés. Puis donc, cette mission-là, c'est une réussite. OK, je comprends. Je vois cet angle-là. Là, il faut que je revienne à ma question. OK. Qu'est-ce qui allume des feux, des feux de forêt? Il y a des statistiques qui disent que 80% des feux de forêt sont causés par l'activité humaine. Fait que tu t'en vas en VTT, il fait sec, ouais. Puis tu frappes une roche, étincelle, ça part un feu. Tu t'en vas faire l'activité humaine, c'est aussi l'exploitation des forêts. Fait que des grosses machines peuvent partir des feux. Des fois, des grosses machines partent en feu, puis là, ça saute dans la forêt. Des scies mécaniques, ça fait des brèches, ou des flamèches, ça part un feu. Des cigarettes, ça part encore des feux. Des allumettes. Ouais. Puis on a vu ceux qui sont un peu plus médiatisés, comme des gender reveals qui sont un petit peu trop exagérés, ou des gens qui vont exposer des choses. La stupidité humaine, des gens qui sont un peu sous, les pêcheurs qui vont faire des feux de camp. OK. Tu as dit 80% c'est une erreur humaine ou accident humain. La cause humaine, on va dire cause humaine. Cause humaine. C'est-tu une statistique au Subfeu que vous partagez, que vous êtes au courant? Absolument. Dernièrement, la Subfeu fait quand même une meilleure job quand ça vient à comme, parler aux citoyens de ça, puis d'être plus actif sur les réseaux sociaux. Fait que oui, c'est quelque chose qui ressort. 80% des feux sont causés par les activités humaines. Fait que c'est pour ça qu'ils vont parler de comme nettoyer nos drains, nettoyer les feuilles autour de ta maison. Parce qu'il y a des comportements qu'on peut adopter qui vont quand même limiter ce genre d'événements-là. Mais ça ne veut pas dire que, mettons que si on arrêtait toute l'activité humaine, qu'il n'y aurait pas des feux d'ampleur pareils. Là, parce que les feux d'ampleur, c'est normalement pas causé par l'être humain. Puis la raison est pas mal simple. Un feu causé par un être humain, ça veut dire qu'il est proche de la population, donc la population va le détecter très rapidement. Alors qu'un feu qui est causé par la foudre, c'est pas proche de la population. Ça, j'ai vu la foudre. Regarde, puis là, tu viens de m'éclaircir beaucoup parce que j'ai vu une statistique qui disait justement que les causes naturelles étaient la plus grande cause. Mais là, je pense que tu viens de le dire. Les plus gros, c'est naturel, mais les plus petits qui sont plus fréquents, c'est humain. Exactement. Okay. Les humains vont causer des plus petits feux. Parce que, veux pas, mettons... C'est plus facile à contrôler parce que tu le sais. Mais il est plus facile à contrôler puis il est plus facile à détecter. À moins que c'est vraiment un pyromane. Une négligence. C'est vraiment rare. Là. Puis ça aussi, il faut en revenir. Là, comme 1%, je pense, des feux, là, puis c'est toute réserve, là, je ne suis pas sûr, mais comme 1% des feux sont causés par des pyromanes. Ça veut dire que monsieur, il aime ça partir des feux, il va en partir, comme le monsieur de cette île. Okay? Ça, c'est une personne. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un accident. Fait que le monsieur, il veut faire brûler ses feuilles. Un coup de vent passe, la feuille tombe dans son bois, le bois pogne, puis là, le bois
pogne en feu la maison. Mais veut pas, ce monsieur-là, il voulait pas partir de feu. Fait qu'immédiatement, ce qu'il va faire, c'est appeler le 911. Fait que le plus vite que lui appelle le 911, le plus vite que nous on arrive, le plus vite qu'on intervient, puis le plus vite que ce feu-là est maîtrisé. Puis ça, tu maîtrises ça quand même assez facilement. La mission, c'est de garder un feu en dessous de 3 hectares, puis de le contrôler avant 10 heures le lendemain matin. Ça veut dire qu'en un jour, on veut l'attraper avant 3 hectares, parce qu'on sait que si on attaque tout de suite, on va pouvoir le maîtriser, puis c'est de le finir tout de suite. Puis là, quand ça échappe, puis ça arrive, mettons 10 heures arrive, puis on n'a pas encore maîtrisé le feu, ben là, des nouvelles interventions. Fait que là, les gros feux qui se passent actuellement au Canada, puis on dirait que dans l'Ouest canadien, le Nord-Ouest canadien, c'est c'est une zone élevée, propice, je pourrais dire, aux feux de forêt. Puis même, j'en apprends un peu de toi aussi, l'Est du Québec. C'est-tu genre les extrémités, contrairement peut-être le centre, la prairie, genre c'est-tu à cause des océans qui sont proches, l'humidité, de mentionner la foudre, fait que la foudre se crée par un débalancement de chaud et froid, puis ça, c'est les océans qui causent ça. C'est une combinaison de plusieurs choses, puis c'est autant puis tout le monde parle des feux de forêt, mais autant que la crue des eaux qu'on a eues hier, ben, la pluie diluvienne qu'on a eue hier, c'est tout relié. Dans le fond, notre climat est en train de changer, puis comme je sais qu'il y a des gens qui sont des climato-sceptiques, comme on dit, on les a donné des noms. Puis je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils pensent que la Terre va se régénérer toute seule, la Terre va s'équilibrer toute seule, puis c'est correct. Sauf qu'on ne peut pas s'empêcher de constater ce qu'on voit sur le terrain. Comme moi, j'ai été sur des forêts où que je vois la rivière, le niveau est à comme la moitié. C'est sec. C'est extrêmement sec. C'est ça qui est en arrivé. La sécheresse est en train de perdurer. Puis le monde pense que parce qu'il pleut, la sécheresse va juste disparaître. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La sécheresse, c'est un indice qui est bâti à travers le temps, qui veut dire que c'est aussi un indice qui va être réduit à travers le temps. Fait que si tu as eu de la sécheresse pendant 3 ans dans une place, bien, ça va probablement te prendre 3 ans de pluie pour aller couper cette sécheresse-là. C'est pas il pleut une semaine puis tout d'un coup c'est réglé. Fait que nous autres, on est dans un cycle de sécheresse depuis un bon bout de temps maintenant, puis ils ne sont pas en train de recevoir les précipitations nécessaires pour aller couper cette sécheresse-là. Ce qui fait en sorte que le moment que la foudre passe, ça allume les feux au sol. Assez rapidement. Très rapidement. Wow. Puis c'est assez impressionnant dans le sens que tu peux suivre une ligne de foudre, comme on appelle. C'est une expression qu'on dit « suit la ligne de foudre ». C'est que la foudre, elle se transporte, je ne veux pas, c'est un nuage. C'est un nuage. Une formation de nuage, puis elle se transporte, mettons de ouest à est. Mais là, partout où ça a frappé, là, si tu es en avion et tu fais une patrouille, ben, tu vas voir des feux enlignés par rapport à où est-ce que cette foudre a touché. Puis on a même la technologie aujourd'hui pour compter combien de foudres touchent le sol. Tu vois juste de loin, vraiment, d'une map satellite, c'est juste une ligne. Tu vois la map, mais tu vois aussi de tes yeux. Mettons, l'avion va passer, puis il va voir un petit feu là. Après, il va voler un petit peu, puis il va voir un autre petit feu. Après ça, il va dans la même direction du nuage, dans le fond. Direction. Mais c'est un peu ça qui est arrivé avec Jasper. C'est la foudre a passé, ils ont détecté un premier feu, puis en allant répondre à ce feu-là, ils ont détecté un deuxième, puis ainsi un deuxième, puis tout d'un coup, il était entouré avant de le savoir, puis ça arrivait tellement vite. Mais est-ce qu'on est assez avancé là pour prédire certaines choses comme ça, puis genre faire la prévention? Un des outils que le monde ramène le plus souvent à ce sujet-là, c'est de faire plus de feux prescrits. Puis des feux prescrits, dans le fond, ça va être des feux que nous autres, les pompiers nous-mêmes, vont faire très tôt dans la saison. Fait que, mettons, en mars, au mois de comme pendant le printemps, quand il n'y a pas vraiment de danger de propagation, parce que veut pas, plus que l'année avance, plus il fait chaud, plus c'est sec, plus c'est sec, plus c'est... Fait que pendant qu'il y a encore un peu de neige, d'aller faire des feux prescrits dans des zones les plus à risque, autour des villes, autour des routes, autour des infrastructures d'électricité ou d'énergie. C'est de brûler nous-mêmes, puis de l'éteindre nous-mêmes. Comme ça, quand le feu il vient, mais l'ampleur est moindre, parce qu'on l'a déjà brûlé nous-mêmes. Puis, veut pas un feu que nous, on parle nous-mêmes, normalement, l'intensité va être moins pire, parce que c'est... contrôlé. Puis on est contrôlé. On est partout autour, puis on peut l'éteindre. Ça ne veut pas dire, par contre, que des feux prescrits n'ont pas échappé. C'est déjà arrivé aux États-Unis, ils essaient de faire ça, puis une ville au complet passe au feu. Oh, wow. Fait que c'est quand même, il y a un risque. Puis au Québec, ils ne sont pas vraiment encore enclins à vouloir faire ça, justement parce qu'on est un peu frileux par rapport à l'idée de si je fais un feu prescrit, est-ce que ça va affecter le monde ou est-ce que ça va sortir de la zone que j'ai créée pour ce feu? Mais à BC, est-ce qu'ils le font? Eux autres, ils le font à côté. Ils vont brûler des 2000 hectares, des 6000 hectares, des 8000. Ils vont brûler des forêts au complet. Fait que c'est quoi qui fait que le Québec n'utilise pas ce modèle-là si, admettons, à BC, il y a plus d'expérience?
c'est une question de ressources puis d'accessibilité. Dans le fond, il y a une raison pourquoi le Québec a juste 250 pompiers, alors que le BC, il y en a 1000 plus. Oh, wow. Les feux sont plus violents, plus rapides, mais ce qui vraiment fait la différence, c'est l'accès à l'eau. Au Québec, on a de l'eau partout, ce qui veut dire que nous autres, on peut mettre une pompe partout puis attaquer n'importe quel feu, puis le finir. Au BC, ils n'ont pas de l'eau partout. Fait que des fois, bien souvent, ils vont y aller avec un outil manuel, puis créer des tranchées, puis essayer de créer un espace dans le sol autour de ce feu-là. Puis, à titre d'exemple, mais je te dirais que, pas pour trop exagérer, mais 3 sections, mettons, de 60 personnes, ben nous autres, on est capable de faire cette job-là avec 2 équipes de 4 personnes. Parce qu'on a de l'eau. Fait que c'est pas l'outil manuel, on met de l'eau avec la pression, puis on est capable de faire cette job-là beaucoup plus rapidement. OK, wow. C'est tellement quelque chose. Hein. Je suis en train de regarder actuellement l'avion citerne, le jaune. Comment ça s'appelle? Le CL215 ou le CL415. C'est mes préférés. T'as-tu déjà pensé à vouloir piloter un... Oui, mais en fait, il y a l'histoire d'un combattant auxiliaire. Puis, dans le fond, la SOFE, la façon que ça fonctionne, il y a des combattants auxiliaires. Eux autres, c'est des réservistes qui travaillent pour des entreprises. Puis après ça, tu deviens combattant qualifié. Ça, c'est vraiment fédéral. Tu travailles pour la SOFE. Tu portes une chemise rouge. Puis après ça, tu montes par rapport à ça. Mais il y a l'histoire d'un combattant auxiliaire, qui veut dire qu'un monsieur qui travaillait à temps partiel, que lui a entrepris ses cours de pilote. Puis 2 ans plus tard, il est devenu pilote d'avion 215 et de 415. Puis lui, je l'ai vu, puis il m'a raconté ça là. Puis c'était... Veux pas que c'est un rôle quand même négligé, là, être combattant auxiliaire. Là. Personne te voit vraiment... T'es auxiliaire seulement? Non, moi, je suis vraiment pour les fédérales. OK, fédéral. Fait que je suis un pompier type 1 pour la SOPFEU. Fait que un combattant auxiliaire, c'est un peu comme la réserve de l'armée. Sauf que la réserve de l'armée sont employés par l'armée, alors que les combattants auxiliaires sont employés par des compagnies de foresterie. Okay. C'est des petites communautés qui se forment puis ils sont capables de nous prêter une main forte. Fait que de voir quelqu'un dans une position aussi négligée, de finir pilote d'un avion 215, c'était quand même très inspirant. Là. Puis il m'a dit, n'importe qui peut le faire. Mais voler des avions, c'est pas mon fort, non. Non, j'adore ça, mais c'est pas... C'est là que ton adrénaline termine. Non, il commence. Moi, j'aimerais ça. J'adore ça être dans un avion, j'adore ça dans un hélicoptère, mais je voudrais pas être pilote. Je veux pas... C'est tough. La personne est dure. Pas que c'est tough, c'est leur passion. Ouais, c'est ça, exact. C'est leur passion. Ils aiment ça faire ça, c'est leur dada. Moi, j'aime ça être celui qui est dans l'hélico, mais comme passager plus que... Puis qu'est-ce que tu fais quand tu es dans l'hélico? Dans le fond, tu es dans l'hélico, mais tu es déployé quelque part ou il y a un rôle spécifique à être dans l'hélicoptère? Dans le fond, n'importe quel moyen de transport qu'on utilise, c'est juste parce que c'est le moyen de transport qui va nous emmener à notre destination le plus facilement. Fait que si on peut y aller par la route, on va y aller par la route. On va prioriser ça. Si on ne peut pas y aller par la route, puis il faut y aller par bateau, bien on va y aller par bateau. Puis s'il faut y aller par hydravion, on ira par hydravion. Puis s'il faut y aller par avion ou hélicoptère, on ira par avion ou hélicoptère. Okay. Là, dépendant de qu'est-ce que tu fais, comme mettons si tu es un chef d'équipe ou si tu es un stade 2, ça va dépendre de ça, qu'est-ce que tu fais dans l'hélicoptère. Mettons comme en tant que chef d'équipe, quand tu arrives sur ton feu, ta job, c'est de vraiment faire le contour de ce feu-là, puis d'aller voir où ton point d'ancrage, où est-ce que tu as une source d'eau, où est-ce que tu vas faire des voies d'évacuation. C'est plus ça. En tant que stade 2, c'est différent. Lui, c'est celui qui voit les opérations globales, puis qui va vraiment faire des sauts partout, puis aller visiter des différents secteurs du feu. As-tu une histoire désastreuse que tu as vue dans ta carrière jusqu'à date? Une histoire que je pourrais dire d'une certaine façon peut rendre hommage à quelqu'un. Rendre hommage à quelqu'un. Cette année, on a eu un pompier qui a travaillé très longtemps pour nous. En fait, il était là quand j'avais commencé. C'est quelqu'un qui m'avait introduit au métier d'une douceur particulière. Ce monsieur-là, il était gros, grand, fort, mais avec un cœur d'agneau, comme on pourrait dire. Il a pris sa retraite cette année, puis il est décédé 3 mois plus tard d'un cancer. Oh wow. Des poumons. Ce qui veut dire que c'est quand même, tu sais, veut pas, là, il commence à en parler un peu des impacts de la fumée sur nous puis tout, mais comme nous autres, on le sait depuis longtemps, l'impact de la fumée. Fait que ça, pour moi, c'est une histoire assez désastreuse dans le sens que ce monsieur-là, il avait donné toute sa vie à des feux de forêt.
au détriment de sa famille souvent. Comme vous pouvez imaginer, là, ils sont souvent pas à la maison. Encore moins dans ce temps-là. Dans leur temps, eux, il n'y avait pas le choix. Hein. Les gars, tu sortais, puis tu n'as pas le droit de dire non. Aujourd'hui, on a un peu plus le droit de dire « Ah, j'ai une naissance » ou « Il y a quelque chose de personnel qui est dans ma vie, fait que je ne peux pas aller sur ce voyage-là. » Mais avant, c'était comme tu y vas. Puis il y avait encore moins de communication. Fait que tu parlais pas à la personne pendant comme 21-25 jours. Là. Puis aujourd'hui, c'est encore le cas dans certains endroits. Veux pas, des feux de forêt, ça arrive dans des endroits isolés. Fait que bien souvent, on n'a pas de communication. On ne peut pas rappeler à la maison. On n'a pas de Wi-Fi. Puis s'il y a un téléphone, ben, on va s'aligner, prendre une ligne, puis on va essayer d'appeler à la maison. Genre une conjointe, c'est tough. Il y a une bonne moyenne de divorce dans ce métier-là. Shit. Et même là, c'est comme tu sais jamais c'est quoi le prochain appel que tu vas recevoir. Exact. Il y a l'aspect danger pour eux autres. J'ai souvent comme pris le temps de penser à ce sujet-là. Puis il y a l'aspect de danger. Ils ne savent pas t'es où. Il y a l'aspect tu n'es pas en train de communiquer avec eux, t'es où, qu'est-ce qui se passe. Puis même quand tu peux ou tu as la chance de le faire, on a l'aspect mental qui est comme des fois tu ne veux juste pas partager ce que tu vis, fait que tu ne vas pas la dire, la vérité. Il y a l'aspect que tu la laisses à la maison tout seul avec les enfants, c'est elle qui a les responsabilités. S'ils ont des entreprises, c'est elle qui s'en occupe. S'il y a des factures, c'est elle qui s'en occupe. Veux pas, pour pouvoir réussir comme pompier, tu dois soit avoir quelqu'un à la maison, soit être vraiment comme... Tu dois avoir quelqu'un qui t'aide. Tu peux pas y arriver tout seul. Puis si tu essaies, ben, tu vas te planter. Puis beaucoup de nous, on n'a pas quelqu'un tout le temps capable de répondre à nos besoins. Fait qu'on y arrive plus ou moins tout seul. Puis... Toi, c'est-tu quelque chose que... Toi, actuellement, c'est quoi ta situation personnelle, mettons, à ce niveau-là? T'es-tu en... ben moi, je suis du genre à revenir à la maison, puis il y a 3-4 mois de lettres qui m'attendent, puis Hydro-Québec qui veut m'envoyer des agences de collection. Moi, ça reste backé, là. Fait que mon père, il m'aide beaucoup. J'ai des amis aussi, mais beaucoup plus à moi-même, tout seul, avec cette situation-là. Puis c'est correct. Comme je te dis, de mettre quelqu'un à travers ce mode de vie-là, c'est quasiment injuste. Parce que c'est quand même égoïste. Oui, ça a l'air d'être un geste héroïque pour les gens, puis ça l'est, mais c'est égoïste dans le sens que tu laisses tout ce que tu aimes derrière en un clin d'œil, puis tu vas y aller à chaque fois. À chaque fois. Jusqu'à temps qu'elle mette son pied à terre, sûrement, puis elle dise « OK, là, tu vas choisir entre moi ou le feu. » En ce moment, tu dois être dans une phase où est-ce que tu es quand même jeune, tu parais bien, puis là, tu as une mission, là, genre, tu te sens sentir accompli, là. Absolument. Tu te sens accompli, sauf quand le temps y arrête. Fait que veux pas, quand avril commence, puis on commence à rentrer dans les feux, là, on est comme l'épitome de dans mon cas, un homme, masculinité. Dans le cas d'une femme, féminité. Fait que tu es au top. Tu prends l'hélico, une seconde, tu es dans le territoire du Nord-Ouest, une autre seconde, tu es en Alberta, une autre seconde, tu es en British Columbia, tu prends l'avion, puis ça va bien. Là. Mais quand ça s'arrête, puis ça va s'arrêter, c'est là que le réel combat d'un pompier commence. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis permis de venir ici aujourd'hui pour en parler, c'est que j'ai passé plus proche de mourir dans ma vie de civilien que sur des feux de forêt. Parce que je ne pouvais pas me gérer. Veux pas, quand tu vis des excès d'expérience de même, puis après ça, on te drop en plein milieu de Montréal, un jour plus tard, c'est clashant. Puis il y a des choses qui arrivent rendues là. Veux pas, tu es beaucoup plus énervé, tu as de l'adrénaline, toi, tu viens de prendre un avion. Il n'y a pas de règlement vraiment en forêt. Là. Fait que tu vas à la vitesse que tu veux. Fait que là, tu arrives ici, porte pas ta ceinture, excès de vitesse. Il y en a d'autres qui rentrent dans comme l'alcool. Peu importe la raison, mais comme c'est un des moments les plus charnières pour un pompier, c'est quand il revient de tout leur déploiement, parce que c'est là que la réalité va settle in. Ça dure combien de temps? Une saison normale, ça dure 5 mois. Puis aujourd'hui, on les voit aller plus longtemps parce que justement des réchauffements climatiques. Moi, j'ai fait mes derniers feux même au mois de novembre des fois. Fait que ça presque jusqu'à 8 mois. Puis il y a des pompiers. Ça te fait-tu plaisir que ça soit plus long la saison? Absolument. Ben je veux dire. Parce que moins de. Quand ouais, c'est ça. Je peux imaginer que tu viens de l'action après ça. Pour les prochains 3 mois, tu te sens inutile, peut-être. Quasiment. Ouais, c'est ça. C'est comme qu'est-ce que je fais de ma vie? Exact. Fait que tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à être dans ta chambre, en face d'un mur, puis pas pendant que tu es dans les feux, là, il y avait cette idée dans ta tête, je veux retourner chez moi, je veux voir mes parents, je veux voir du monde, je veux vivre des expériences, je veux faire ça, juste pour sortir. Mais quand tu arrives, puis finalement, tu as la liberté de le faire, tout d'un coup,
ça n'arrive pas comme tu l'as planifié. Tout d'un coup, c'est là que comme il y a des petites voix qui apparaissent, puis il y a des images qui reviennent de choses que tu as laissé passer dans ton subconscient durant l'année pour survivre, veux pas. Fait que, tu passes proche de mourir, tu oublies ça, tu mets en arrière, puis tu passes au prochain. Mais quand tu vas être calme, quand il n'y a plus de bruit, quand il n'y a plus personne, plus d'hélicoptères, plus de feu, plus d'action, plus personne qui te remercie, c'est là que la réalité settle in, puis c'est là que le combat il commence. Puis c'est là qu'on a des pompiers que... Ben, pas ici, mais en tout cas, surtout pas ici pour le moment, parce qu'on se surveille un peu plus, mais il y a des provinces qui ont un plus haut taux de suicide à ce niveau-là. Tu sais quoi? J'ai un segment que je pose tout le temps au début de l'épisode, mais ça rentre tellement bien actuellement. Ça, c'est mon segment de notre partenaire Shop Santé. Dans ce segment, je pose la question de, avec le métier que tu as, que tu vas, c'est vraiment, tu sais, vraiment, je pense qu'il n'y a personne ici là, qui passe proche de ça. Comment gères-tu la balance dans ta vie d'un point de vue physique, mental et spirituel même? Comme quand tu reviens là, après déploiement, tu dois trouver quelque chose pour te distraire. Pour au moins te dire que, OK, ben regarde, genre, laisse-moi continuer ma vie de cette façon-là, parce que je vais me sentir bien quand même accompli par moi-même. Prochaine saison s'en vient. Que fais-tu? Cette année, je me suis planté, mais la vision, c'est un peu pourquoi j'ai rajouté à ma guitare l'armée. Comme ça, quand je reviens, j'ai la réserve. Fait qu'il y aura quelque chose de peut-être pas autant excitant, mais un peu similaire, qui va me garder occupé, qui va me garder stimulé, qui va me garder dans l'action, on va dire. Parce que veux pas, une chose qu'on m'a appris, puis j'ai fait de la thérapie, là, fait que cette année, on m'a appris ça, puis on m'a dit, ben tu peux pas vivre la vie à 110 km, puis t'attendre de revenir à la maison, puis la vivre à zéro. Veux pas, la personne qui a choisi de vivre la vie à 110 km, c'est qui tu es. Puis tu dois quand même maintenir une certaine balance. Fait que va faire de la course sur une piste au lieu de l'autoroute, va faire de la ronde, va continuer à stimuler cette partie de toi qui a besoin d'adrénaline, parce que veux pas, tu vas en vouloir au début plus que plus tard. Fait que dans les premiers mois, là, c'est là que tu cherches. C'est là que tu vas faire le plus d'erreurs. C'est là que moi, j'ai fait de la vitesse. C'est là que j'ai fait un accident de véhicule. C'est là que... Parce que tu es vraiment dans une autre dimension de la vie. Veux pas. On a besoin de plus... En tout cas, moi, personnellement, j'aurais eu besoin de plus d'encadrement. Fait que là, cette année, j'ai appris très vite. OK, fait que là, j'ai fait de l'armée. Fait que là, je vais avoir cet encadrement. Il va y avoir du monde qui va me surveiller. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile. Ouais. Mais... Le spirituel de ça, c'est de croire en ce que tu fais, mais de surtout, tantôt on en parlait, là, mais de réaliser que c'est juste un métier. Puis que durant la saison, avant que tu arrives en septembre, à la dernière minute, il faut que tu aies planifié ta sortie. Il faut que tu aies planifié tes vacances, il faut que tu aies planifié des activités, il faut que tu aies planifié de quoi pour que tu puisses survivre à ce qui va arriver, dans le sens que c'est quand même charnière comme phase pour nous autres. Là. C'est vraiment la pire. Là. Tu rentres à la maison, tu n'as pas vu l'été. Okay? Même si on était dehors, là, on n'a plus vu l'été. Tu n'as pas joué au ballon, tu n'as pas été à la piscine, tu n'as pas été au barbecue, aucun événement. Tu as été là en été, dans la forêt, mais tu n'as rien vécu. Tu reviens, c'est en octobre, il commence à pleuvoir, il commence à faire gris, les feuilles commencent à mourir, l'hiver arrive. Fait que, veux pas, ça joue des tours à ton corps. Là. Tu prends-tu des vacances dans les îles? Pas encore. L'année passée, j'allais le faire jusqu'à temps que justement tout ça est arrivé. Puis on m'a dit, ben, tu sais, comme, t'es mentalement pas nécessairement apte à voyager tout seul. Fait que, j'étais pas suicidaire, mais comme j'avais comme mal pris mes médicaments qu'ils m'avaient donnés, fait que ça a causé des petits problèmes. Fait qu'il fallait que je me restabilise pour en plus ensuite sortir de mes médicaments puis me sentir mieux. Le film, il y a un film que je t'avais mentionné, Only the Brave, c'est comment ça s'appelle en français? Seuls les braves. Seuls les braves. Ça, c'est un film que je pourrais mettre dans mon top 10 où est-ce que j'ai été très émotif à l'écouter. C'est nice à écouter, mais ça devient lourd d'une certaine... Parce que tu vois vraiment d'autres personnes en l'action. Toi, quand tu as écouté ce film-là, combien est vraiment réaliste dans tout ce que c'est montré, puis combien vraiment c'est un film fictif? Pas mal tout est réaliste dans le film Seuls les braves, puis je pense que c'est une belle représentation de ce qu'on fait.
une des choses qui ressort souvent, qui ressort le plus de ce film-là, je pense, c'est le fun qu'on peut se faire. Je sais pas si tu vois, mais souvent, les gars sont en train de rire, la camaraderie. Puis ça, c'est ce qui habite le plus dans le monde pompier. On a beau être le plus proche de la fin de notre vie, mettons, puis on est pas mal sûr que c'est la fin approche, qu'on va mourir. Il y en a tout le temps un qui va craquer une joke. Il y en a tout le temps un qui va rire. Il y en a tout le temps un qui va essayer de comme... Puis ça, c'est quelque chose que tu le vois un peu dans Seuls les braves. Il y a aussi l'aspect de rédemption. Moins au Québec, mais partout ailleurs. Tu vois souvent des pompiers qui ont fait des erreurs dans leur vie devenir des pompiers forestiers. Un peu comme l'acteur principal, justement. Lui, il allait pas bien, il est dans la drogue, il est dans les addictions. Puis au final, on lui donne une deuxième chance. Puis avec cette deuxième chance-là, il fait du mieux qu'il peut avec, puis il devient un hot shot. Est-ce qu'il y a la scène aussi, tu sais, vraiment de protection? Ça, je trouvais ça quand même assez... c'était nice à voir, tu sais, vraiment, genre la couverture en aluminium, tu sais, pour... Parle-moi de ça. Parle-moi, c'est... OK. Dans le fond, les Américains, ils ont puis veut pas, ça a comme fonctionné, pas parce que c'est vraiment la couverture qui a fait de la différence. Je pense que c'est une combinaison de choses qui font que la couverture a fonctionné dans certaines situations. Mais nous autres, la façon qu'on apprend ici, c'est que si tu es rendu que tu dois sortir la couverture, c'est parce que tu es mort. Puis la couverture est littéralement juste là pour faire le recouvrement de ton corps calciné. Puis tu peux le voir un peu dans le film aussi, quand ils viennent, ben tu peux identifier les... C'est comme ça qu'on l'a appris, nous autres. Puis la vérité, c'est ça aussi. Comme si tu es rendu que tu dois te couvrir d'une couverture en aluminium, ça veut dire que le feu est très proche. Tu l'as jamais sorti. Non, j'ai jamais sorti, puis ils nous en donnent pas non plus. Ah, ça, c'est comme non, tout bad, là. Calcination, là. Ils nous en donnent plus, puis c'est vraiment... Eux autres, ils pratiquent ça, puis veulent pas, c'est vrai, là, comme... Tu as des chances de survie, mais c'est pas nécessairement ça qui va te sauver, c'est juste le fait que le feu, il n'a pas été sur toi. Il y en a qui ont survécu, puis ça fait vraiment peur, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on... Ça doit être horrible de survivre ça. Non, je base pas ma vie sur... OK. Si t'es rendu là, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux qui ont été... qui ont mal été, puis... Ça peut être des mauvaises décisions quand t'es rendu là. Ouais, pris. Ça t'as plus de chance, je pense. Ou autant la même chance, mais non. OK. Ma plus belle scène de Seuls les braves, c'est quand l'hélicoptère vient prendre de l'eau d'une piscine. Oh, ouais. Au début. Mais ça, c'est vrai. Puis surtout dans les régions comme du sud, Californie, puis tout ça, il n'y a tellement pas d'eau qu'ils vont faire ça. mais ici au Québec aussi, mettons, on va peut-être pas... Ben, c'est déjà arrivé, en fait. Ouais, c'est déjà arrivé. Mais des fois, même, on arrive sur un feu, puis il n'y a nulle part où se poser, mais on va se poser dans le backyard d'une madame, là, puis elle s'attend pas à avoir un hélicoptère, juste se poser dans son backyard. Puis comme t'as pas vraiment d'explication à y donner, là, t'es comme... OK. Ben, regarde, notre épisode serait bientôt à sa fin. Juste quelques questions. C'était fou, tout ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir dans l'avenir? Je suis pas certain encore. Je suis encore en train d'essayer de chercher, là. Je pense que c'est la recherche d'une vie pour savoir où est-ce que je m'enligne après ça. Je veux pas, j'ai enligné plusieurs accomplissements, un après les autres. Puis je suis rendu à une étape de ma vie que j'aimerais ça plus profiter de ma vie, mais en même temps, je réalise que il y a d'autres choses à faire. Quand je suis devenu pompier, on en parlait tantôt, ouais, il y avait le sang, mon sang. Il y a eu des situations aussi qui m'ont amené à croire que je suis faite pour cette situation-là. Mais il y avait un plan de ma part qui était pour pouvoir aller dans les écoles puis parler à des jeunes. Puis pouvoir avoir de l'influence sur leur vie à eux autres. Puis dans ma tête, j'ai comme concocté un plan qui était, en devenant pompier, en devenant ce genre de personne-là, j'aurais peut-être plus de facilité d'aller chercher l'attention des jeunes. Parce que, tu sais, c'est captivant. Ils ne connaissent pas vraiment ça. Ils vont faire de l'hélicoptère, ils voient des feux, ils voient de l'action. Puis en ayant un peu leur attention, je peux les amener à être proches. Puis le fait qu'ils soient proches, bien là, je pourrais commencer à les chuchoter des secrets de la vie qui vont leur mener à faire des meilleurs choix. Parce que je pense que au-delà des problèmes qu'on vit au niveau de l'environnement, on a aussi au niveau de notre société un problème avec nos jeunes.
qui ne soit pas encore capable de s'enligner. Il ne voit pas vraiment où est-ce qu'il s'en va dans le futur. Puis je pense qu'on peut se blâmer nous-mêmes là, en tant que société pour avoir fait ça. Là. Puis si on est capable de leur montrer qu'il y a des gens qui vivent un certain mode de vie, puis que ce mode de vie-là, c'est le mode de vie qu'on s'attend d'eux autres aussi, là, parce que veut pas. J'ai l'impression qu'on les a fait croire, mais à 16, 17 ans, à 18 ans, 19 ans, ben la vie est belle, fais ce que tu veux, puis t'es jeune, puis en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est oui, t'es jeune, oui, profite de ta vie, mais commence à trouver quelle responsabilité dans la société que tu vas aller chercher, que ce soit aider des gens, que ce soit d'être dans la finance, que ce soit être dans le service, peu importe, mais comme chaque personne a une responsabilité à porter. La liberté qu'on vit aujourd'hui, la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, mais tout ça, c'est pas des droits comme le monde y pense. Tout le monde est comme, on a des droits, mais les droits, en réalité, ils viennent avec ces responsabilités-là. Ces droits, ils ont été acquis. Ces droits-là sont maintenus. Puis il y a des gens qui y croient encore. Mais c'est juste que le message a été dilué. On n'entend plus ça. On n'entend plus parler de valeurs. Intégrité, générosité. Tout ça, c'est comme, on dirait des notions qui sont rendues inconnues à l'être humain, alors que ce sont les notions qui sont la colonne vertébrale de l'humanité. Puis sans ça, on ne réussira pas. Puis c'est un peu pourquoi on ne réussit pas aujourd'hui. On n'a juste pas cette vision-là d'à quel point qu'on est tous connectés avec l'un et l'autre. Wow. Très puissant tout ce que tu viens de dire. Ma dernière question, je me dis comme, tu as déjà pensé à être astronaute? Parce qu'on dirait que tu pourrais gérer ce job-là. Là. Mais c'est vraiment drôle parce que si je sors mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'en parlait hier, puis je lui ai dit, elle m'a dit, et puis j'ai dit, je voudrais être astronaute. Puis la raison pourquoi je veux être astronaute, c'est pas nécessairement. Ça fait longtemps que je veux être astronaute, c'est ça le pire. En fait, je voulais être spécialiste en recherche et sauvetage ou astronaute. Puis dans le fond, les spécialistes en recherche et sauvetage, il y en a juste 170 au Canada. Fait que c'est l'élite de l'armée. J'ai tout le temps été attiré par l'élite de l'élite. Le seul problème, c'est que je ne me vois pas de même. Tu sais, quand je regarde dans le miroir, je vois un petit gars de 5 pieds 9, peureux, qui sourit comme un enfant, whatever. Puis là, tu regardes un peu les forces spéciales ou comme le gars qui est dans l'unité de recherche et sauvetage, puis il est stoïque, puis il est fort. Puis... Fait que je ne m'identifie pas nécessairement, mais le cœur est là. Puis je sais que si mon cœur est là, je vais y arriver. L'idée de l'astronaute, c'est qu'on m'a tout le temps appris que il faut que tu te mettes des objectifs les plus impossibles à atteindre ou qui semblent impossibles, les plus difficiles possibles. Puis si tu arrives à mi-chemin, bien, au moins tu es rendu là. Fait que de devenir astronaute, de devenir président d'un pays, comme j'ai tout écrit ça sur une feuille quand j'avais fait mon vision board, quand j'avais comme 10 ans. Puis très jeune, j'ai compris que si je n'étais pas capable de me l'avouer à moi-même, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, puis si je n'étais pas capable d'y croire, mais personne d'autre allait y croire. Fait que si je ne suis pas capable d'écrire sur une feuille que j'aimerais ça être président, que je veux être astronaute, puis que je trouve ça gênant de me le dire à moi-même, mais le problème, c'est pas nécessairement avec le monde, c'est déjà avec moi, puis qu'il faut que je commence là. Commence par y croire, commence par l'écrire, puis après ça, on va voir si tu peux convaincre les gens à le faire, mais le travail doit se faire par toi-même. Fait que astronaute, ça serait vraiment excitant. Puis encore une fois, la façon que la vie m'a emmené, c'est que je ne veux pas nécessairement être le gars qui est dans le Space Shuttle. Je veux autant être le gars qui peut emmener le sac de l'astronaute. Je veux être le gars qui travaille sur l'équipage, le concierge qui nettoie autour du shuttle. Ça ne me dérange pas parce que comme faire partie de l'environnement. Juste faire partie. Puis c'est un peu comme ça que je suis rentré à la Sopfeu. Quand je commençais à Sopfeu, ils m'ont dit on ne peut pas te prendre comme pompier. Puis j'étais vraiment découragé parce que je savais que je méritais d'être pompier. Fait que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allé dans leur dotation, puis j'ai trouvé un job de commis d'entrepôt. Puis, tu sais, commis d'entrepôt. Fait que moi, ouais, j'ai appliqué dessus. J'ai lâché même ma session de cégep de pompier pour aller travailler comme commis d'entrepôt pour la Sopfeu pour leur montrer que je voulais être là. Puis par rapport à la convention collective, ils préconisent que si tu travailles à la Sopfeu, bien, ils sont obligés de t'engager à l'interne. Ils sont obligés d'engager à l'interne avant d'engager à l'externe. Fait que l'année d'après, j'ai appliqué comme pompier puis j'ai eu ma job. Wow. Ce qui m'amène à la NASA ou à l'agence spatiale. S'ils ne veulent pas me prendre comme astronaute, je suis sûr qu'ils ont des jobs de cuisinier ou des jobs de laver concierge. La vaisselle, là. Puis juste donne-moi la chance de laver la vaisselle, puis ce ne sera pas long que je vais sortir de la cuisine. Ce ne sera pas long que je vais être sûrement sur. Puis ma philosophie derrière ça, c'est il n'y a pas de jobs qui sont moindres, puis il n'y a pas de gens qui sont moindres. Beaucoup de gens, ils veulent tous rentrer par la porte d'entrée avec la gloire puis tout. Mais des fois, c'est rentrer par la porte d'en arrière. Puis c'est là que l'apprentissage va se faire.
En arrière, c'est là que tu vas rencontrer justement le concierge, le gars qui fait la cuisine, le chef, le gars, comme les gens qu'on ne voit pas, là. Puis on les sous-estime souvent, ces gens-là. Puis on est comme, ah, c'est juste un chef, c'est juste un À cuisinier. cause du titre, le Mais statut de mais leur ce qu'on titre. réalise pas, c'est que lui, ça fait 40 ans qu'il travaille là. Fait qu'il connaît ton boss mieux que toi. Il est probablement ami avec ton boss. Ton boss lui fait probablement confiance. Fait que c'est lui qui est dans l'oreille des gens. Fait que si t'es pas capable de le traiter comme il faut, si t'es pas capable de bien travailler autour de lui, mais tu vas pas te rendre même plus loin, là. C'est lui qui va faire en sorte que tu vas te rendre devant à l'entrée. Yo, regarde, rapidement, j'ai une autre question, gars. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré... Ça, je connais. Je suis curieux de voir c'est quoi ton film. Là. T'es un junkie d'adrénaline. Là. Ouais, j'adore l'adrénaline, mais je suis aussi un gars qui adore les films De touchants. Notebook? Ouais, peut-être pas de Notebook, mais J'ai comme... écouté Forrest Gump hier. Ça, c'est un de mes films Je suis comme, préférés. shit, Ça, c'est un de mes films préférés. puissant. Là, Ouais, même. c'est un bon film. Beaucoup les films de Denzel Washington aussi, Ok. comme John Q. J'ai adoré ça, ce film-là. Mais l'action, j'ai un peu arrêté Ok. d'en chercher plus de ma vie parce que j'en ai assez, puis je veux justement garder un équilibre. Mais tous les films touchants, là, un bon film que je pourrais vous conseiller, puis que c'est comme mon film préféré, ça s'appelle The Green Book. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est quoi, ouais? Ouais, c'est le pianiste là, afro-américain qui va Ouais, faire ouais, le ouais. tour des États-Unis. Il Oui. faut qu'il y ait un livre vert, puis dans ce livre vert, il y a les hôtels auxquels il a le droit d'aller parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller dans tous les hôtels. Puis son chauffeur. Son chauffeur, c'est un gars extrêmement, comment dire, ignorant. Borderline, comme tu croirais au début qu'il est raciste, mais il l'est pas, il est juste, tu sais, il est comme, je suis autant noir que toi, j'ai vu les mêmes choses que toi, whatever. Fait que ça me rappelle un peu... Frit. Ouais, c'est ça, il fait manger du poulet frit puis tout. Fait que ça me rappelle un peu de mon parcours, là, comme ça Ok. commence tout le temps rough, puis au fur et à mesure, ben, les différences commencent à tomber, les préjugés commencent à tomber, puis on réalise qu'on s'aime. OK, ma dernière question. J'adore ça parce que c'est un excellent film. Dernière question, absolument. C'est quoi ton esprit animal? Ben, je sais que d'après mon signe astrologique, je suis un taureau, moi. Puis je peux voir à travers ma vie comment que ça a été le cas, là, comme avec tous les obstacles, j'ai juste mis un pied devant l'autre puis je continue à avancer, là. Fait que je pense que ça serait le taureau. On dit que je suis têtu aussi, mais je suis travaillant, puis j'abandonne pas. Ça, c'est quelque chose que je sais. Comme le moment que tu vas me mettre des limitations puis tu vas me dire tu vas pas y arriver ou tu vas me dire c'est là que tu m'allumes. T'es un esti de bœuf. Ouais, puis là, genre. tout d'un coup, c'est comme... Ponce. Puis le pire, c'est que je réussis pas. Comme, mettons, même le cégep, là, j'ai commencé le cégep, ma première session au cégep, j'ai coulé 70% de mes cours. Ils m'ont même dit, Josh, on va te renvoyer du cégep, du programme, ça fonctionne pas. Puis après ça, je finis à ma dernière session du cégep avec comme une mention honoraire pour persévérance puis pour avoir eu des bonnes notes. Fait que, si je peux dire à quelqu'un, quand tu commences, ben c'est sûr que ça va pas bien fonctionner, là. Je vous le dis tout de suite, si ça fonctionne bien, tant mieux, mais si ça fonctionne mal, tu es en train d'apprendre. Là, ça va bien. Là, comme, puis lâche pas, puis continue à travers ça, là, que ça va mal. Puis c'est là que tu es en train d'apprendre. C'est là que l'apprentissage se passe. C'est dans les erreurs, puis les répétitions, puis de te relever à chaque fois. Wow. Bon, Joshua, je viens de découvrir une personne, une merveilleuse personne. Merci pour tout ce que tu viens de donner. Puis je vais faire de mon pouvoir en sorte que tout ce que tu viens nous donner, comme témoignage, que vraiment on va dormir moins con sur une situation sociale, autant les enjeux, vraiment dans l'emploi, dans des métiers tels quels, mais aussi de climat, de nature. Les feux de forêt, il y a une réalité derrière ça. Puis tu viens. J'ai pas vu aucune information de tout ce que tu viens de dire disponible sur le web. Et officiellement maintenant, on vient mettre cette information sur le web, YouTube, Québec, francophone même. Les Seychellois vont être fiers d'écouter ça. Là. C'est sûr. C'est sûr. Ils vont peut-être réaliser que je suis ici. En fait, il y a un programme pour nous faire retourner au pays, puis il y a des projets qui vont se faire par rapport à ça. Fait que, à voir pour ça. Si je vois un titre de toi, ça serait le nouveau président de Seychelles, ancien astronaute, non, premier astronaute seychellois. Astronaute seychellois. Ah, Je pense que c'est la seule façon que tu peux atteindre cet objectif. Puis on dirait que c'est Je sais pas qu'est-ce que faisable. la vie me réserve, là, mais je sais que ça va être excitant. Puis il faut juste que j'y fasse confiance. Puis je vais me présenter là où on me demande de me présenter. Puis... Regarde, on va faire des suivis définitivement. Je veux voir c'est quoi la suite de. Puis de le toi, conseil, ce serait pour les gens, ben, de un, arrêtez de penser que
que tout est une conspiration. Il y a des choses qui sont vraiment simples dans la vie. Des feux de forêt, ça arrive. Il y a des gens qui vont travailler sur les feux de forêt. S'il y a du monde qui veulent politiser ça ou les médias veulent en faire quelque chose, ça leur appartient. Nous autres, en tant que citoyens, notre responsabilité, c'est d'être informés. Fait que d'aller aux bonnes sources. Le gouvernement en met sur les feux de forêt, sur la température, le climat, des choses qu'on devrait faire en avance pour prévenir des situations. Fait que c'est juste de rester informé. Je sais que d'écouter le podcast, c'est bien, de nous écouter, c'est bien, mais on ne peut pas s'empêcher les deux de quand même diriger les gens et leur dire qu'il y a des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus faites par rapport au contexte qu'ils doivent aller chercher. Puis ça, c'est leur responsabilité. Nous autres, on est là pour briser un peu juste comme la personne qui va le livrer. Comme on est en train de vous dire que nous autres, on peut vous en parler, mais il y a des endroits qui font ça à tous les jours. Là. À tous les jours, ils vont dire la température, il va te parler des feux de forêt, la qualité des airs, il va te parler de si on va avoir des vents forts, si on va avoir un ouragan, s'il va y avoir une panne d'électricité. Puis c'est d'être à l'affût de tout ça. On ne doit pas être à la merci de la nature. Même si la nature est plus forte que nous, on a une intelligence qui nous permet de prévenir des situations. Fait qu'on doit être responsable nous-mêmes, puis agir en conséquence de ça. Ne pas attendre que le gouvernement vienne pour nous aider. C'est pas sûr qu'ils vont venir dans les premiers 3-4 jours, mettons. Fait qu'il faut que tu te prépares toi-même. Avoir un kit, on en avait parlé sur notre ancien podcast. Soyez proactifs. Ayez un kit d'urgence chez vous, là, puis soyez capable de prendre des décisions par vous-même. N'attendez pas que l'État vienne vous sauver parce que ça risque de prendre du temps. Puis le plus que vous êtes capable de vous aider de vous-même, le plus que ça permet à l'État ou au gouvernement d'aller aider des gens qui sont réellement en besoin. Fait que c'est pas mal ça. Super. Joshua, ce fut un plaisir. Combattant de feu, super-héros. Officiellement, Yellow Sea Podcast, guys. Thanks. Merci. Damn, yo.